Disparu sans laisser de traces. Foxglove Grange cache bien plus que des secrets envahis par la végétation. Bienvenue à Détectives Éternels, je suis votre hôte Aloïs. Partagez d'où vous regardez. J'aimerais bien le savoir. Votre présence ici signifie vraiment tout. Commençons. Cela a commencé, comme cela se produit souvent dans la paroisse de Saint Edwig, avec le doux parfum des sablés à la lavande et le battement plein d'espoir des banderoles dans la brise du samedi. Foxglove Grange, le vaste domaine géorgien, situé juste au-delà de la haie, devant l'allée de l'église, était depuis longtemps la fierté de la famille Chetwynd, une lignée excentrique et autrefois noble qui avait tout enduré, de l'effondrement agricole au scandale impliquant une comtesse italienne et un saphir détourné. Au moment où cette histoire commence, la maison était passée entre les mains du colonel Everard Chetwynd, un vétéran robuste à moustache grise, doté d'une technique impeccable de boulingrin et d'un air curieusement réservé. Il y résidait, désormais avec sa seconde épouse, beaucoup plus jeune, l'élégante et frappante Isobel, dont les ambitions sociales éclipsèrent de loin son sens de l'étiquette campagnarde. L'occasion était la Foxglove Fête, une tradition locale relancée sous l'orchestration d'Isobel, avec un charmant mélange de modernité et de nostalgie rustique. Il y avait des tirages au sort, des concours de jugement des roses et un tournoi de croquet trop ambitieux, ponctué d'interminables plateaux de thé et de gâteaux. Les villageois déambulaient parmi les étals en treillis et les parasols avec des murmures joyeux, échangeant des plaisanteries tout en scrutant subtilement les scones, les chaussures et les secrets des uns et des autres. Miss Marple, perchée sous un chapeau de paille à large bord et tenant son sac à tricoter, était assise au bord du chapiteau de rose. Elle écoutait depuis 20 minutes Madame Caroline Witherspoon déplorer le déclin des mœurs du village, en particulier parmi la jeune génération qui avait commencé à remplacer les compositions florales traditionnelles des églises par ce qu'elle appelait la vulgarité florale. « Oh, je suis d'accord », murmura Miss Marple, ses aiguilles claquant à un rythme sans prétention, même si, curieusement, on constate que les étalages les plus effrontés cachent souvent quelque chose d'assez délicat en dessous. C'est au milieu de cet échange, justement au moment où la femme du vicaire renversa accidentellement la crème au citron, qu'un sentiment de confusion parcourut la foule. Au début, c'était l'absence de son qui signalait que quelque chose n'allait pas. Le quatuor à cordes avait chancelé, puis vint un léger halètement, suivi de plusieurs têtes se tournant en direction du manoir. Le colonel Chetwynd, au visage cramoisi et visiblement agité, venait de sortir du salon, appelant Isobel. « Isobel ? Quelqu'un a-t-il vu ma femme ? » Personne ne l'avait fait. D'autres têtes se tournèrent. Un murmure général montait et descendait comme le mouvement du vent dans les arbres du verger. Quelqu'un ricana nerveusement. Un enfant a laissé tomber une assiette de Battenberg. « Elle est allée chercher son emballage il y a à peine 10 minutes, » a déclaré Miss Lavinia Pike, l'organiste, qui avait vu Isobel dériver vers la maison dans sa robe fluide bleu pâle, juste après le jugement des tartes aux groseilles. Une recherche commença rapidement, d'abord informelle, comme si quelqu'un s'était simplement égaré ou s'était évanoui sous la chaleur. Mais au moment où le garçon d'écurie rapporta que la porte arrière du jardin avait été trouvée ouverte et que la gouvernante mentionna que le petit sac à main de soirée d'Isobel avait disparu, une tension plus vive s'était emparée de la fête. « Elle ne partirait pas comme ça », insista le colonel Chetwynd de sa voix rauque, comme si elle était déjà rauque à cause du poids de son inquiétude. Pas sans un mot. Pas pendant la fête. Miss Marple, tricotant désormais oubliée sur ses genoux, observait de près les réactions qui se déroulaient. Non pas l'événement lui-même, mais la chorégraphie subtile de l'inconfort humain. Elle remarqua la façon dont le docteur Bramley, le médecin local, jetait un coup d'œil beaucoup trop rapide à sa montre, et comment Miss Lorna Vale, une vieille fille au moralisme rigide,
avait serré son livre de prière contre sa poitrine, comme si cela pouvait la protéger physiquement de ce qui se passait. Ce n'est qu'au crépuscule que la police est arrivée. Le sergent Cornish, troublé mais sérieux, a pris des déclarations sous l'arc tremblant de la lumière électrique dans le salon du manoir. Des chaises avaient été déplacées, des tasses de thé étaient abandonnées sur les cheminées. Personne n'avait encore osé prononcer le mot « crime », mais son ombre planait sans y être invité, juste derrière chaque phrase prononcée. « Parti, juste comme ça », dit le vicaire à personne en particulier. « Disparu en plein jour ». Miss Marple, qui était entrée avec une lenteur délibérée, était maintenant assise discrètement dans un fauteuil rembourré, les mains soigneusement jointes, les yeux perçants derrière le rose tendre de ses lunettes. « Il y a des gens, dit-elle doucement, qui disparaissent naturellement, et d'autres, cher vicaire, qui le font pour une raison bien particulière. » Le colonel Chetwynd ne dit rien. Mais plus tard, alors que les lanternes de la fête s'éteignaient une à une, et que le village rentrait avec une odeur de terre retournée et de gâteaux piétinés persistant dans l'air, Miss Marple se tenait devant la porte de Foxglove Grange, les yeux fixés sur l'allée de gravier. Une légère traînée de fleurs de digital écrasées partait de la porte latérale vers les bois. Elle fronça les sourcils. Pour un œil non averti, la journée s'était terminée dans la confusion. Pour elle, cela ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le village de Saint-Edwige était en proie à un malaise rarement connu. Un silence semblait s'être installé sur les lieux, doux mais pénétrant, comme si même les rouges-gorges s'arrêtaient entre les chansons pour écouter. Dans High Street, les conversations se déroulaient sur un ton tamisé. Les salutations, joviales habituelles à la boulangerie, ont été remplacées par des sourcils levés et des « Eh bien, je n'ai jamais » occasionnels qui s'éternisaient de manière significative. Le panneau d'affichage devant la poste portait encore les restes d'une annonce décolorée pour la fête. Rassemblement d'été de Foxglove Grange. Tirages au sort, roses et rafraîchissements. Maintenant épinglé à côté d'une note. Écrite à la hâte du sergent Cornish, demandant tous les témoins ayant vu Madame Isobel Chetwynd entre 3 et 5 heures la veille. Elle est probablement partie dans une de ses humeurs, a déclaré M. Pargeter, le boucher, en aiguisant son couperet, avec un peu plus d'agressivité que d'habitude. Les femmes aiment ça, elles font toujours du drame, probablement en sirotant. Du sherry dans le salon d'un ami. Mais son apprenti, le jeune Henri, se pencha plus près et marmonna. On dit qu'il y avait une tache de sang sur le sol de la cuisine. Miss Marple, qui était entrée juste à temps pour entendre la fin de cette histoire, ne s'y a pas. Elle sourit à M. Pargeter, lui demanda une demi-livre de porc maigre et lui demanda si les petits pois étaient encore frais cette semaine. En milieu de matinée, Miss Marple avait fait sa promenade habituelle le long de l'allée sud, apparemment, pour inspecter les violettes sauvages qui poussaient près du ruisseau. En réalité, elle retraçait le chemin présumé d'Isobel, depuis le salon où elle avait été vue pour la dernière fois, en passant par l'entrée latérale de la grange, et jusqu'à la limite boisée qui séparait le domaine du cimetière et des terres agricoles attenantes. Le feuillage ne portait aucun signe évident de lutte. Mais Miss Marple, qui avait autrefois résolu une affaire scandaleuse impliquant un parasol cassé et une épingle à chapeau manquante, savait qu'il valait mieux ne pas chercher le drame dans des signes manifestes. C'était l'absence de perturbation qui l'intriguait le plus, alors qu'elle se penchait à côté de la piste de digital qu'elle avait remarquée la veille au soir. Elle découvrit ce qu'elle soupçonnait être encore là. Un seul fil de soie, accroché à une ronce. Bleu pâle. La teinte précise de la robe de fête de Madame Chetwynd. « Maintenant, pourquoi, murmura Miss Marple, quelqu'un effleurerait-il une haie épineuse avec autant de soin s'il n'avait pas l'intention de ne laisser aucune trace? Un bruissement à sa gauche la sortie de ses rêveries. « Ah, Miss Marple, dit la voix joyeuse du révérend Millstone, sortir se promener si tôt, j'envie votre discipline. » Le vicaire, aux joues roses et bienveillant,
portait un panier de cantiques à destination de la pratique chorale du jeudi. « Bonjour, révérend. Une si belle journée pour une errance réfléchie, dit-elle. Je dois admettre que je trouve les bois reposants, même si j'ose dire que la grange le semble moins en ce moment. » Le vicaire hésita. « Oui, tout à fait. Une chose terrible. » Le colonel avait l'air franchement brisé. Je lui ai parlé brièvement après matine ce matin. Il pouvait à peine tenir sa tasse de thé. « Le choc peut avoir de tels effets, » a déclaré Miss Marple, observant attentivement son expression. « Vous savez bien sûr que le cher colonel a le cœur faible. On se demande si tout ce stress pourrait l'aggraver. » En effet. Mais le vicaire fit une nouvelle pause, fronçant légèrement les sourcils. « Vous savez, il a dit quelque chose d'étrange. Il a mentionné quelque chose à propos d'Isobel ayant reçu une lettre plus tôt dans la semaine, une lettre étrange. Il n'a pas donné de détails. Une lettre ? » Le ton de Miss Marple était neutre, mais son esprit commença à travailler rapidement. « Oui, oui, j'imagine que ce n'est rien, » dit le vicaire en le repoussant. « Probablement une facture ou l'un de ses projets caritatifs. Elle écrivait toujours à quelqu'un pour une cause ou une autre. »« Bien sûr, » répondit-elle doucement. Pourtant, on se demande si la lettre a reçu une réponse. Au moment où elle retourna à Church Cottage, Miss Marple avait formé le début d'un inventaire mental. Isobel Chetwynd, âgée de 32. 15 seconde épouse du colonel Chetwynd. Sans enfants, sans parents dans le village, connue pour son charme et ses événements sociaux soigneusement organisés. Anciennement originaire du Wiltshire, et selon les rumeurs, autrefois étudiant en histoire de l'art à Paris. Une jeune femme pleine d'ambition et peut-être de regrets. Elle passait le reste de l'après-midi à tricoter près de la fenêtre de son salon. Mais ses pensées s'attardaient rarement sur le modèle. Quelque chose semblait mal aligné. Pas seulement la disparition, mais les réactions qui y résultaient. Trop composé, trop ordonné. Personne ne semblait assez surpris. Ce qui pourrait bien sûr vouloir dire qu'ils n'étaient pas aussi surpris qu'ils auraient dû l'être. Peu avant le thé, on frappa à sa porte. C'était le sergent Cornish, son carnet sous le bras et son chapeau froissé dans sa main. « Mademoiselle Marple, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, sergent. Entrez. Je viens d'allumer la bouilloire. Vous avez plutôt l'air d'avoir besoin d'une tasse. » Le sergent sourit avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Il avait grandi à Sainte-Edwige et avait autrefois livré des journaux au cottage de Miss Marple. Ce seul fait la rendait à la fois réconfortante et étrangement redoutable à ses yeux. « Je voulais te demander quelque chose, » dit-il en acceptant une tasse de thé. « Vous avez une façon de remarquer les choses. Vous l'avez toujours fait. Avez-vous vu Madame Chetwynd quitter la fête ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, seulement qu'elle s'est dirigée vers la maison peu de temps après le jugement des groseilles, comme plusieurs autres. Mais j'ai vu autre chose. »« Oh ?» Quelques réactions plutôt intéressantes. Il y avait le docteur Bramley, par exemple. Il avait l'air très anxieux, plus que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un homme qui n'avait pas parlé avec la dame depuis des jours, c'est ce qu'il prétendait. Et Miss Lorna Vale semblait plutôt déterminée à éviter le regard du colonel. Cornish griffonna précipitamment dans son carnet. « Tu penses qu'ils savent quelque chose ?»« Je pense, » dit Miss Marple en remuant délicatement son thé, « que les gens savent toujours quelque chose. Qu'ils s'en rendent compte ou non, c'est une autre affaire. » Le sergent hésita, puis baissa la voix. « À vrai dire, madame, nous avons trouvé quelque chose ce matin, dans le petit bureau près de la fenêtre et du salon. Déchiré, pour la plupart illisible, mais quelques mots étaient clairs. » Il fouilla dans sa poche et déplia un morceau de papier. Miss Marple ajusta ses lunettes et lut « Je ne peux pas vivre comme ça. Tu ne le vois pas, mais je sais ce que tu as fait. La lettre change tout. Je vais... » Aucune signature. Aucune. Date. Elle le rendit sans un mot. Cornish s'éclaircit la gorge. Nous y réfléchissons toujours, bien sûr. Cela pourrait être le sien, peut-être celui de quelqu'un d'autre. Mais c'est étrange, n'est-ce pas? Très, dit-elle. D'autant
plus qu'Isobel était connue pour brûler sa correspondance dès qu'elle avait atteint son objectif. « Tu le savais ?» Elle me l'a dit elle-même. Elle a dit qu'elle détestait le désordre sous toutes ses formes. Le sergent soupira. « Merci, Miss Marple. Si vous vous souvenez d'autre chose, je m'en souviens toujours, » dit-elle doucement. Alors, que la porte se refermait derrière lui. Miss Marple se retourna vers sa fenêtre, le doux claquement des aiguilles à tricoter reprenant. Dehors, le crépuscule peignait les haies de cuivre et d'ardoise, et les cheminées de Foxglove Grange fumaient au loin comme des pensées calmes et maussades. La lettre, le fil de soie, l'apprenti boucher trop enthousiaste, le médecin nerveux, et la vieille fille trop pieuse, chaque morceau est petit, fragmenté, mais pourtant connecté d'une manière ou d'une autre. Miss Marple le savait. Dans un village comme Sainte-Edwige, rien ne disparaissait sans laisser de traces. De jours s'étaient écoulés depuis la fête dans les jardins de Foxglove Grange. Les banderoles avaient été retirées, les chaises pliantes rangées dans la salle paroissiale, et les villageois, bien qu'apparemment revenus à la routine, marchaient avec des yeux plus attentifs et des salutations plus brèves. Miss Marple, toujours vigilante derrière sa fenêtre drapée de dentelle, remarquait les signes subtils d'une communauté instable. La façon dont M. Hargreaves, l'épicier, ne s'attardait plus sur le pas de la porte pour bavarder, ou comment Miss Pike, dont l'habitude quotidienne était de parcourir le même itinéraire à 11 heures précises, avait commencé à varier ses habitudes. Le plus révélateur, peut-être, était le curieux silence entourant le colonel Chetwynd lui-même. On ne l'avait pas revu depuis la fête. L'explication officielle, distribuée par le vicaire et confirmée par le sergent Cornish, était que le colonel s'était retiré dans sa chambre, sur l'avis du médecin, pour le bien de son cœur. Mais même le villageois le moins cynique pouvait sentir quelque chose de plus profond derrière le rideau de l'inquiétude. Le matin du 3e jour, Miss Marple reçut un appel. C'était Madame Templeton, la gouvernante du colonel. Femme, soignée d'une 50aine d'années, avec une bouche pincée et un tablier immaculé, elle travaillait à Foxglove Grange depuis plus de 20 ans et était fière de sa gestion, même si elle n'avait jamais approuvé Isobel, un sentiment sur lequel elle n'avait pas été subtile. « Il vous a demandé, » dit la voix tendue par l'effort. « Le colonel, bien sûr. Il ne verrait pas le médecin, mais il vous verra. » Miss Marple se dirigea vers la grange en milieu de matinée, ses pas prudents le long du chemin de gravier qui portait encore des traces de pétales de rose de la fête. La maison, autrefois si animée de voix et de musique, exhalait désormais le calme. Même le chant des oiseaux près de la véranda semblait étouffé. Madame Templeton la rencontra à la porte. Un léger froncement de sourcils plissant son front. Il ne mange pas, dort à peine, et il ne laisse plus le sergent l'interroger. Il reste simplement assis sur cette chaise avec son vieux revolver de service à côté de lui, comme s'il s'attendait à quelque chose d'horrible. Miss Marple hocha la tête avec sympathie. Parfois, ce à quoi nous nous attendons en dit plus que ce que nous savons. La gouvernante la conduisit au bureau du colonel, une pièce sombre et lambrissée donnant sur le verger. Les rideaux étaient tirés à moitié, laissant filtrer des rubans de lumière poussiéreuse. Le colonel était assis dans un fauteuil en cuir, enveloppé dans un châle bien trop délicat pour un homme de sa stature. Son visage, quoique tiré et plus pâle que d'habitude, gardait sa netteté militaire. « Jane, » dit-il d'une voix rauque, « tu as toujours été du genre intelligent. Entrez. » Elle traversa la pièce, s'arrêta près de sa chaise et posa doucement son sac à main sur la table d'appoint. « J'ai entendu dire que tu n'allais pas bien. C'est absurde. Juste fatigué, pas malade, pas exactement. » Il désigna une chaise en face et Miss Marple s'assit sans faire d'histoire. Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence, à l'exception du craquement occasionnel de l'horloge de grand-père. « Je suppose que vous avez entendu, » dit-il enfin, « que votre femme a disparu. »« Oui, tout le village est au courant. » Il détourna le regard. « Elle m'a quitté. » Le regard de Miss Marple resta fixe. « C'est une conclusion, pas un fait.
Il cligna des yeux, surpris. Qu'est-ce que ça? Pourrait être d'autres? Elle est partie sans prendre de valise, sans parler à personne, sans sa canne, même si elle l'utilisait toujours lorsqu'elle était fatiguée, n'est-ce pas? Ses yeux se plissèrent. Vous avez regardé. Je regarde. Toujours, dit-elle doucement. Et je me demande pourquoi une femme disparaîtrait si complètement et si discrètement, à moins qu'elle ne craigne quelqu'un ou qu'elle ne soit elle-même craint. Les mains du colonel se resserrèrent sur les accoudoirs du fauteuil. Je ne lui ai pas fait de mal, Jane. Je n'ai jamais dit que tu l'avais fait. Sa voix tomba à un murmure. Mais je le voulais. Le silence revint plus lourd cette fois. Elle m'a fait honte, dit-il enfin. Il y avait des rumeurs, voyez-vous. Les gens parlaient. Les lettres. J'en ai trouvé une dans sa boîte à couture, de quelqu'un qu'elle connaissait, il y a des années. Un homme. Elle a brûlé la plupart d'entre elles, mais pas celle-là. Miss Marple attendit. Elle a tout nié, bien sûr. Elle a ri. Elle a dit que j'étais jaloux des ombres. Mais ensuite j'ai découvert qu'elle était à Londres le mois dernier. Elle a dit qu'elle rendait visite à sa cousine. Elle n'a pas de cousin à Londres. Jamais. Tu pensais qu'elle avait une liaison? Le colonel avait l'air peiné. Je ne voulais pas y croire, mais il y avait tellement de signes. Elle était devenue agitée. Et elle a changé. Elle a commencé à verrouiller le tiroir du bureau, passer des appels téléphoniques étranges. L'avez-vous confrontée? J'ai essayé. Elle a seulement souri. Elle a dit que j'imaginais des choses. Mais elle m'a regardé hier soir pendant la fête et j'ai su. Elle partait. Que ce soit pour un amant ou pour se venger, je ne pouvais pas le dire. Mais elle avait l'intention de partir. Pourtant, elle a complètement disparu. Cela demande de la planification. Ou de l'aide. Le colonel grimaça. Elle n'était pas du genre à partir tranquillement. Elle aimait les scènes. Je m'attendais à des cris. Mais elle s'est enfuie comme un fantôme. Et le revolver me... Oui, a demandé Miss Marple. Je le garde chargé. Depuis toujours, une habitude des jours de service. Elle le savait, et pourtant, elle est partie sans un mot, sans l'utiliser. C'est ce qui me fait peur. Tu penses qu'elle avait l'intention de revenir? Je ne sais pas, je ne sais plus quoi penser. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Puis-je demander, que dit la lettre? Le colonel hésita, puis ouvrit un tiroir et lui tendit un drap plié. Miss Marple lut en silence. Très cher, S'il le découvre, tout s'arrête. Tu as dit que tu lui dirais. Vous avez promis. Mais si vous ne le faites pas, je le ferai. Je ne peux pas continuer à me cacher. Je viens à la fête, soyez prêts. C'est Miss Marple le replia. Ce n'est pas une lettre d'amoureux, dit-elle. C'est la lettre de quelqu'un qui veut désespérément imposer la vérité au grand jour. La mâchoire du colonel se serra. Tu penses que quelqu'un d'autre l'a fait disparaître? Je pense que quelqu'un avait de très bonnes raisons de vouloir son silence. Elle se leva et lissa sa jupe. Je ferai une promenade dans le jardin avant de partir, si cela ne vous dérange pas. Il hocha distraitement la tête. Miss Marple est sortie du conservatoire. Le jardin avait commencé à se flétrir légèrement. Les pétales brunissaient. Les tiges se fanaient sous la chaleur estivale. Elle a parcouru le même chemin qu'Isobel aurait pu emprunter. La clôture du verger ne présentait aucun signe de dommage. La remise du jardinier était fermée à clé. Mais alors qu'elle atteignait l'extrémité de la pelouse, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une partie de la terre, près de la racine d'un laurier mourant, avait été récemment remuée. À peine perceptible, mais là, un léger creux, une légère fissure dans l'uniformité du sol. Elle se baissa et passa la main sur la surface. Un bouton ivoire, sculpté, délicat. Pas le genre porté par les hommes. Elle le glissa dans son sac. Au moment où elle rentra chez elle, le soleil avait commencé à se coucher. Le ciel devenait lavande meurtrie au-dessus des haies. Miss Marple prit son thé dans une contemplation tranquille. Le colonel avait des raisons d'avoir peur, mais peut-être pas pour ce qu'il pensait. La personne derrière la disparition d'Isobel était en train de boucler le cercle. Mais les cercles, comme Miss Marple le savait bien, se chevauchèrent souvent.
Et quelque part dans l'enchevêtrement des regrets passés et des mensonges présents, quelqu'un avait pris une décision fatale. Le 4e jour, la disparition d'Isobel Chetwynd avait commencé à se propager au-delà des haies de Saint Edwig. Une courte chronique est parue dans le Gazette du Downshire, décrivant l'incident dans un langage prudent. Hôtesse de la société locale disparue, après la fête du village, accompagnée d'une photographie granuleuse de la grange. Des automobilistes curieux ont ralenti en passant les portes du domaine, et un journaliste londonien a été vu flâner dans la boulangerie, posant des questions impertinentes, sous prétexte de commander du pain aux prunes. Les villageois, qui n'aimaient généralement pas le tapage, réagissaient de deux manières opposées. Certains se repliaient sur eux-mêmes, comme si le silence pouvait les mettre à l'abri de la spéculation, tandis que d'autres s'épanouissaient avec une énergie nouvelle, désireux de proposer des théories et des anecdotes à demi rappelées qui pourraient les relier, même de loin à l'affaire. Miss Marple, pour sa part, resta discrète. Ce jeudi matin, elle assistait à la braderie paroissiale du presbytère, où, sous l'odeur des vieux tissus et des peaux pourries, fleurissait la véritable économie des ragots. Elle examina un châle usé et écouta Madame Witherspoon discuter avec le curé de la provenance d'une tasse de thé qui, selon elle, avait appartenu à la reine Mary. Mais ce n'était pas la tasse de thé qui retenait son intérêt. C'était l'échange qui se déroulait juste derrière les étals. « Je vous avais dit qu'il n'avait pas raison », murmura Miss Lorna Vale, recroquevillée dans son habituel manteau de laine verte, malgré la chaleur de la journée. « Et je vous ai dit que chuchoter sur les mariages des gens n'est pas chrétien, » répondit Miss Pike, l'organiste, les jointures blanches, alors qu'elle tenait un volume d'hymnes victoriens. « Oh, c'est absurde, vous ne l'avez jamais aimé. » Ni la façon dont elle regardait le docteur Bramley, toujours besoin de conseils pour ses nerfs, toujours l'appeler pour rien. Retenez bien mes mots, il y a quelque chose entre les deux. Miss Marple, faisant semblant d'admirer un éléphant en porcelaine ébréchée, inclina la tête juste assez pour saisir chaque mot. À midi, la braderie était terminée, et Miss Marple rentrait chez elle avec une écharpe en tissu douteux et un germe de nouveaux soupçons. Docteur Bramley, une personnalité locale respectée, célibataire, aux manières douces, toujours précise dans ses paroles et ses actions. Mais il avait regardé secouer à la fête et Miss Marple ne l'avait pas oublié. Elle n'avait pas non plus oublié le bref regard qu'il avait eu avec Isobel, juste avant d'entrer pour la dernière fois dans la maison, un regard qui, rétrospectivement, portait désormais le poids de l'histoire. Elle n'a pas attendu longtemps. Avant de faire appel au médecin, son cabinet se trouvait juste à côté de la place, une modeste structure en briques rouges, avec du lierre rampant le long des avant-toits. C'était calme quand elle arriva, à l'exception des bruits sourds des frappes à la machine provenant de l'arrière-boutique, où Miss Jenkins, sa fidèle réceptionniste, gardait son poste comme une sentinelle. « Mademoiselle Marple », dit le médecin, avec une gaieté d'effort lorsqu'elle fut introduite. « Toujours un plaisir. Vous continuez toujours vos promenades matinales, aussi régulièrement que jamais, » répondit-elle en prenant la chaise en face de son bureau. Même si ces derniers temps, l'esprit marche plus que les pieds. Le docteur Bramley offrit un sourire crispé. « Ah, je suppose que tu veux dire la situation à la grange. En effet, vous étiez assez proche des Chetwynd, n'est-ce pas? J'ai soigné le colonel pendant des années. Son cœur, vous savez. Et Madame Chetwynd m'appelait de temps en temps pour, enfin les nerfs, des maux de tête, ce genre de choses. Elle m'a semblé être quelqu'un qui s'encombrait facilement, dit doucement Miss Marple. Les gens considèrent souvent la beauté comme une bénédiction, mais chez les jeunes femmes, elle peut plutôt être un piège. Il cligna des yeux. Oui, tout à fait. Elle semblait beaucoup apprécier vos conseils. L'expression du docteur Bramley se raidit. Je l'ai conseillé en tant que médecin, Miss Marple. Rien de plus. Elle acquiesça agréablement. Oh, naturellement, même si j'ose dire que ce n'était pas facile, l'avoir mariée à quelqu'un, pas de son tempérament. Il n'a rien dit,
A-t-elle déjà mentionné un homme nommé Charles? Cela l'a fait. Il se rassit brusquement. Pourquoi tu demandes ça? Elle a reçu des lettres d'un nommé C. L'une d'elles lui a indiqué qu'il pourrait venir à la fête. La voix du docteur Bramley était désormais plus basse, prudente. Je n'étais pas au courant, je le jure. Miss Marple le surveillait par-dessus ses lunettes. Mais vous saviez qu'il y avait quelqu'un, ou vous le soupçonniez. Il regarda ses mains. Elle était malheureuse. C'était clair. Et oui, je pensais qu'il pouvait y avoir quelqu'un de son passé. Elle ne l'a jamais dit directement, mais il y avait des pauses dans ses histoires. Elle n'a pas prononcé de nom. J'ai essayé de la conseiller, avec douceur. Le colonel était-il au courant? Je soupçonne qu'il avait des soupçons. Mais il ne m'a jamais fait confiance. Et si elle s'était enfuie? Le docteur Bramley hésita. Je ne lui aurais pas blâmé. L'aveu flottait dans l'air comme une odeur d'iode. En partant, les pensées de Miss Marple revinrent à la lettre. « Je viens à la fête. Soyez prêts. » Isobel avait-elle prévu de fuir avec ce Charles, ou avait-elle organisé un rendez-vous pour régler quelque chose de plus douloureux? Et puis il y a eu le bouton. Cette nuit-là, Miss Marple était assise près de son petit bureau, tournant le bouton d'ivoire entre ses doigts. Sa forme était légèrement convexe, avec un motif floral sculpté sur sa face. Français, probablement. Le genre de détail que l'on retrouve sur un chemisier ou une robe délicate importée de l'étranger, certainement pas chez le drapier local. Elle avait vu Isobel le porter une fois sur un chemisier lavande pâle, le dimanche de Pentecôte. Le détail s'était démarqué parce qu'il ne correspondait pas au reste de sa tenue vestimentaire, trop orné, trop coûteux, pour quelqu'un qui était censé économiser après son mariage, et il était apparu sous le laurier de la grange. Elle sortit une petite enveloppe et plaça le bouton à l'intérieur, écrivant de sa main prudente « à restituer au propriétaire ou à expliquer ». Le lendemain, elle lui rendrait une autre visite, mais pas au colonel. À mademoiselle Lorna Vale, c'était un instinct étrange, mais Miss Marple avait appris à se fier à de telles choses. Miss Vale était au bord des larmes lors de la braderie, tremblante et marmonnant pour elle-même à propos de la moralité d'Isobel et de l'état du village. Ce n'était pas la culpabilité que Miss Marple avait ressentie, mais la connaissance, et le savoir lorsqu'il était retenu trop longtemps avait une curieuse façon de fermenter. Miss Lorna Vale vivait dans un cottage étroit, recouvert de lierre, juste à côté de Plugshare Lane, flanqué de chaque côté de haies denses qui semblaient, tout comme leurs propriétaires, à la fois défensives et silencieusement critiques. Elle avait été institutrice, d'arithmétique principalement, et conservait la posture raide et le ton pincé de quelqu'un qui préférait l'ordre à la chaleur. Ses fenêtres étaient toujours fermées, ses rideaux toujours tirés ainsi, et elle parlait de la manière de quelqu'un qui trouvait même la politesse un peu lourde. Elle répondit au doux coup de Miss Marple avec un cardigan couleur moutarde et un froncement de sourcils. Miss Marple. Et dit-elle, comme si elle observait un événement météorologique inattendu. « Je suppose que vous ne vendez plus de billets de tombola? »« Pas cette fois, chérie. Je pensais que nous pourrions partager une tasse de thé. C'est une si belle journée et nous n'avons pas parlé correctement depuis un bon moment. » Miss Vale hésita. Puis, peut-être par devoir démodé ou par curiosité, elle s'écarta. « Je suppose que je peux consacrer quelques minutes. » Le salon de devant était bordé de meubles rigides et de bois sombres, l'odeur du vernis à la lavande se mêlant à quelque chose de plus âcre, du camphre peut-être. Miss Marple s'installa sur une chaise droite, tandis que son hôtesse s'occupait d'un plateau en argent terni et d'une boîte de biscuits au thé bien fermé. « Je ne l'ai jamais aimé, vous savez, » dit brusquement Miss Vale en versant le thé sans offrir de sucre. Isobel, trop audacieux, touchant toujours, les bras des gens riant trop fort, porteur des foulards en soie au service du matin. Elle avait certainement le sens du style, approuva doucement Miss Marple. Même si je me souviens que tu as déjà complimenté son chapeau. Miss Vale renifla. La politesse.
Il faut sauver les apparences. Il y eut une pause pendant que le thé refroidissait dans leur tasse. Étiez-vous à la fête quand elle a disparu? A demandé Miss Marple. Je crois que vous étiez près du salon peu de temps après le jugement des gâteaux. Je suis passé devant, oui. Je m'en souviens parce que j'essayais d'éviter Madame Witherspoon. Elle insiste pour réciter la poésie de son mari à la moindre occasion. Et as-tu vu Isobel? Les doigts de Miss Vale se resserrèrent autour de sa tasse. Non. Même si j'ai entendu la porte se fermer, j'ai supposé que c'était quelqu'un qui cherchait de l'ombre. Il faisait terriblement chaud. Miss Marple hocha la tête. Oui, tout à fait. Et vous souvenez-vous que quelqu'un d'autre soit venu ou parti? Miss Vale hésita. Seulement le docteur Bramley, peut-être. Il cherchait le colonel. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Miss Marple posa doucement sa tasse de thé. Savez-vous que j'ai constaté que les gens font rarement exactement ce qu'ils prétendent faire, surtout lors des fêtes. Miss Vale n'a pas... Répondu. Miss Marple se pencha, son ton toujours conversationnel. Vous aviez l'air plutôt affligé lors de la braderie, en parlant d'Isobel et du docteur Bramley. Je voulais simplement dire que tout cela était tout à fait inapproprié. Une femme mariée invitant un médecin célibataire pour des conversations privées, quelle qu'en soit la raison, et lui, toujours aussi désireux d'aider. Mais pas assez impatient pour me manifester maintenant, murmura Miss Marple. Miss Vale rougit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Rien, chérie. Seulement que les gens en révèlent souvent davantage lorsqu'ils pensent défendre quelqu'un. Il y eut un silence fragile. Je ne me souciais pas d'elle, dit finalement Miss Vale, mais je ne lui souhaiterais jamais de mal. Je ne voulais pas qu'elle disparaisse. Je voulais seulement qu'elle quitte le village. Miss Marple pencha légèrement la tête. Parce que tu savais quelque chose? Non, parce que j'ai vu quelque chose, il y a quelques semaines. Dites-le. Miss Vale hésita encore, puis sembla prendre une décision. Je prends parfois mon thé dans le jardin à l'arrière, juste avant le coucher du soleil. Ma haie est haute, mais il y a un espace près du coin, et je peux voir une partie de l'allée derrière Foxglove Grange. Un soir, il y a peut-être 10 jours, j'ai vu Isobel rencontrer quelqu'un près de la porte. Un homme, pas le colonel, grand, cheveux noirs, une canne. Miss Marple cligna des yeux. Une canne? Oui, un modèle inhabituel, du bois poli avec un dessus en laiton. Il ne ressemblait pas à quelqu'un d'ici. Les avez-vous entendu parler? Non, mais elle semblait bouleversée. Il faisait des gestes. Elle s'est détournée une fois. Puis elle lui a pris la main. Miss Marple se rassit, absorbant les détails. Tu n'as pas pensé à en parler plus tôt. Je ne voulais pas causer de problème, et je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu. C'était presque le crépuscule, et... Eh bien, ça aurait pu être n'importe qui. Mais quand elle a disparu... J'imagine que j'ai senti que je devais dire quelque chose. Merci, Miss Vale. Vous avez été très utile. Elle se leva pour partir, époussetant une miette de sa jupe. Alors qu'elle atteignait la porte, elle s'arrêta et se tourna. « Oh, une dernière chose, » dit-elle en sortant une petite enveloppe de son sac à main. « Je crois que cela appartient à Isobel. » Miss Vale prit l'enveloppe avec confusion et l'ouvrit pour révéler le bouton en ivoire sculpté. « Elle l'a perdu près du laurier de la grange, » ajouta doucement Miss Marple. « Je me demande comment ça s'est retrouvé là. » Miss Vale fixait le bouton, les lèvres pincées. Peut-être qu'il s'est accroché à une branche, peut-être. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une visite discrète au sergent Cornish. Il leva les yeux d'une pile de papier avec des yeux fatigués. « De retour, Miss Marple, avez-vous découvert quelque chose que nous avons manqué ?»« Seulement quelques impressions. Et une question. Avez-vous enquêté sur les visiteurs qui auraient pu passer par le village dans les jours qui ont précédé la fête? En particulier ceux qui arrivent en train ?» Cornish fronça les sourcils. « Nous avons demandé au chef de gare. Quelques inconnus sont passés, des randonneurs estivaux pour la plupart, rien de suspect. Et qu'en est-il d'un homme avec une canne distinctive? Poli,
avec un dessus en laiton? Il haussa un sourcil. C'est drôle que vous disiez cela. Il y avait un monsieur correspondant à cette description, enregistré au Crown Inn la semaine dernière. Il s'appelait Monsieur Collins. Il n'est pas resté longtemps. Il est parti le matin après la fête. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Est-ce que quelqu'un lui a parlé? Le vieux Monsieur Partridge dit que l'homme a posé des questions sur la grange. Il semblait le savoir. Il a dit qu'il était une vieille connaissance de la famille. A-t-il laissé quelque chose derrière lui? Non. Payé en espèces. Je n'ai pas signé le livre d'or. Alors j'ose dire qu'il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui. Elle a quitté la gare peu de temps après, son esprit étant déjà en train de tisser des fils. Un étranger avec une canne, une rencontre au crépuscule, un bouton perdu sous un laurier. Et maintenant, silence de la grange. Ce soir-là, juste au moment où le ciel prenait la couleur de la cendre rafraîchissante, on frappa à la porte de Miss Marple. C'était Madame Templeton, la gouvernante de Foxglove Grange. « Je ne devrais pas être ici, » dit-elle, les mains tremblantes. « Mais j'ai trouvé quelque chose. Dans la cave à racines. » Miss Marple ne l'a pas invitée à entrer. Elle s'est contentée de sortir, a pris l'objet offert, une écharpe bleu pâle tachée à une extrémité, et a dit « Dites-moi tout ». L'écharpe était incontestablement celle d'Isobel. Miss Marple le tenait avec précaution, ses doigts effleurant la soie douce maintenant marquée par une longue tache rousse sur un bord, du sang, presque, certainement. La couleur s'était infiltrée dans les plis comme du lierre grimpant sur un mur, et bien qu'elle ait séché en une rouille profonde et oxydée, l'implication restait vive et immédiate. Madame Templeton se tenait rigide sur la marche, son visage pâle et attiré par la douce lueur ambrée qui s'échappait du couloir du cottage. « Je suis allée chercher des conserves, » dit-elle à voix basse. « Je les garde sur les étagères du bas, dans la cave à légumes, sous l'arrière-cuisine. Personne n'y est allé depuis des jours, pas depuis avant la fête. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et tu as trouvé... ça couchait où précisément? » À moitié enterré, niché derrière une des vieilles caisses de pommes, comme si quelqu'un l'avait poussé là en toute hâte. « As-tu touché autre chose ?» La gouvernante secoua la tête. « Non, madame. Seulement ceci. Je l'ai enveloppé dans un tissu et je suis venu directement ici. Je ne voulais pas aller voir le sergent Cornish. Pas encore. Je n'ai pas confiance dans la façon dont il gère cela, pas si quelqu'un dans cette maison est impliqué. » Miss Marple lui lança un long regard pensif. « Et tu crois que quelqu'un pourrait l'être? »« Oui, » dit fermement Madame Templeton. « Et je ne suis pas le seul. » Miss Marple posa délicatement le foulard sur une table d'appoint, comme s'il s'agissait d'un être vivant. « Entrez, asseyez-vous. Racontez-moi tout ce que vous avez vu ou entendu dans cette maison depuis la disparition d'Isobel. » La gouvernante hésita, puis entra, ôtant ses gants d'un mouvement mécanique et raide. « C'est moi qui ai dit au colonel qu'elle était partie, » commença-t-elle, perchée avec inquiétude sur le bord du fauteuil. « Je suis allé la chercher après le deuxième tour de jugement des roses. Le plateau à thé était toujours intact dans le salon, mais elle n'était à aucun des endroits habituels, et la porte arrière du jardin était entr'ouverte. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Vous n'en avez pas parlé à l'époque. Je ne voulais pas paraître dramatique. Je pensais qu'elle s'était éclipsée pour un moment d'air, mais comme elle n'est pas revenue au crépuscule... » Elle secoua la tête. « Puis la police est arrivée et le colonel s'est enfermé. Vous êtes avec la famille depuis longtemps, » a déclaré Miss Marple. « Vous connaissez leur rythme, leur silence. » La mâchoire de Madame Templeton se serra. « Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, Miss Marple. Il y en a toujours eu. Pas de fantômes, rien de stupide comme ça, mais des secrets. Ils semblent s'accrocher au mur. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent. « Et qu'en est-il de la réaction du colonel? Une vraie détresse? »« Oui, mais... » La gouvernante hésita. « Mais il y a aussi de la culpabilité là-dedans. Je le vois sur son visage quand il pense que personne ne le regarde. Et je jure qu'il y a 2 nuits,
J'ai entendu des pas là-bas. Dans la cave. Elle hocha la tête. Miss Marple croisa les mains. Alors nous devons aller à la grange. Tranquillement. Maintenant. La promenade sous les haies éclairées par la lune était solennelle et silencieuse, à l'exception du craquement du gravier sous les pieds et du bruissement occasionnel des feuilles agitées par un vent d'été. Foxglove Grange se profilait devant nous. Ses fenêtres supérieures brillaient faiblement derrière de lourds rideaux. Madame Templeton nous ouvrit la voie à travers une entrée latérale, dans un couloir étroit derrière l'arrière-cuisine. Au bout se trouvait une solide porte en bois, partiellement cachée par une serpillière et des chiffons de nettoyage, et au-delà, un escalier raide descendant dans l'obscurité. Elle tendit une lanterne à Miss Marple. L'air de la cave était chargé de l'odeur humide et terreuse des légumes racines, de l'huile et de la pierre froide. Des étagères en bois couraient le long des murs, s'affaissant légèrement sous le poids des bocaux poussiéreux et des paniers couverts. Dans le coin le plus éloigné se trouvait une pile de caisses inutilisées. « Là », murmura la gouvernante, en désignant du doigt. Miss Marple marchait lentement, scrutant le sol inégal. Elle atteignit les caisses et s'accroupit, tenant la lanterne basse. Plusieurs pommes étaient ressorties d'un panier renversé. Une caisse avait été avancée, mais pas complètement. Derrière, le sol était décoloré. Miss Marple tendit sa main gantée, effaçant une fine couche de terre. Quelque chose capta la lumière, métallique, pâle. Elle tira doucement et révéla une broche, ovale, en argent, avec une incrustation en émail bleu en forme de lys. « J'ai déjà vu ça », murmura-t-elle. Elle l'a porté le jour où elle a rencontré la femme du vicaire. C'était un cadeau, dit-elle, français. La voix de Madame Templeton tremblait. Alors elle était ici, ou amenée ici. Et quelque chose s'est terriblement mal passé. Miss Marple se releva lentement, ses genoux protestants. Elle plaça la broche dans un mouchoir. Le sol a-t-il déjà été dérangé? Pas depuis des années. Miss Marple regarda une fois, de plus le sol humide, remarquant une petite dépression juste sous la caisse. Quelque chose de lourd l'avait enfoncé, puis avait été retiré. « Quelqu'un a essayé de cacher quelque chose ici, » dit-elle doucement, « et j'ai réfléchi mieux, mais ils ont laissé des indices derrière eux. » Plus tard dans la nuit, Miss Marple était assise seule dans son salon. Devant elle étaient posés le foulard, le bouton et maintenant la broche. 3 morceaux d'une vie qui avait disparu. Elle les disposa sur la table avec le soin d'un conservateur, manipulant des reliques d'une époque révolue. Elle sortit son cahier. « Ce que nous savons, Isobel a quitté la fête en milieu d'après-midi. Elle a été vue en train de rencontrer un homme 10 jours auparavant. Une canne à sommet en laiton. Un homme correspondant à cette description, M. Collins, a séjourné au Crown Inn le soir de la fête. Il a posé des questions sur la grange Isobel. A reçu une lettre de menace de C. Une écharpe tachée de sang a été trouvée sous des caisses dans la cave à racines. Broche trouvée près du même endroit. Le colonel prétend être en détresse, mais cache quelque chose. Le docteur Bramley est également évasif. Peut-être connaissez-vous la lettre ou M. Collins. Que manque-t-il Isobel elle-même? Le bâton de marche, tout motif clair. Toute confirmation que C est Collins, ou si C est Charles. Elle posa le stylo, son expression assombrie par la réflexion. Il y avait encore trop de lacunes, trop de peut-être. Les preuves chuchotaient mais ne criaient pas. Pourtant, le comportement humain, la fragilité humaine, se cache rarement proprement. Elle reporta son attention sur la broche. Si quelqu'un avait retiré un cadavre de cette cave, il l'avait fait à la hâte. Mais où aurait-il pu? L'emporter? Pas loin sûrement. Et quelqu'un dans cette maison ou juste à l'extérieur l'avait aidé, ou peut-être quelqu'un pensait avoir aidé, pour ensuite se rendre compte qu'il avait fait partie de quelque chose de bien pire. Un léger coup contre la fenêtre brisa sa concentration. Elle se tourna. Dehors, se découpant au clair de lune,
se tenait le sergent. « Corniche, elle a ouvert la porte. »« Désolé de vous déranger si tard, dit-il, casquette à la main, mais quelque chose s'est passé. »« Oui ?» Il hésita. « Il y a eu une effraction. »« Où ?»« Au presbytère. » Le front de Miss Marple se plissa. « Le presbytère ? C'est très étrange. » Corniche hocha sombrement la tête. Ils n'ont pris qu'une chose, une lettre, du tiroir du bureau du révérend. Une lettre personnelle, dit-il, adressée à Madame Isobel Chetwynd. Miss Marple resta immobile. Donc, quelqu'un savait qu'elle y entretenait une correspondance, ou craignait qu'elle le fasse. Exactement. Elle recula, d'une voix égale. « Entrez, sergent. Je crois qu'il est temps que nous commencions sérieusement à assembler le puzzle. » Le presbytère était sombre lorsque Miss Marple et le sergent Cornish arrivèrent, à l'exception d'une seule lampe, qui brillait faiblement dans la fenêtre du bureau. À l'intérieur, le révérend Millstone faisait les 100 pas, le visage gravé de rides profondes, qui semblaient s'être formées au cours des courtes heures écoulées depuis le crépuscule. Sa robe de nuit était froissée, et la croix brodée sur sa poche de poitrine pendait de travers. « Je m'excuse pour l'heure, Jane, » dit-il d'une voix basse et inhabituellement tremblante. « Mais cela m'a plus déstabilisé que je ne peux l'exprimer. À juste titre. Aucune excuse n'est nécessaire, » répondit gentiment Miss Marple. « Maintenant, s'il vous plaît, dites-nous tout, calmement et clairement. Qu'est-ce qui a été pris exactement ?» Le vicaire désigna son bureau, dont le tiroir était désormais ouvert en biais. C'était une lettre, une que je n'avais pas encore remise. Je l'ai trouvée parmi les cantiques dans la boîte à dons dimanche dernier. Elle était adressée à Isobel Chetwynd. J'avais l'intention de la lui apporter après la fête, mais, eh bien, nous savons tous comment cela s'est déroulé. L'enveloppe était-elle scellée ? A demandé Miss Marple. Non. C'était la partie étrange. Elle avait été déchirée, même si rien ne semblait manquer. Je pensais qu'elle l'avait peut-être déjà lue et qu'elle l'avait simplement égarée, mais c'était écrit d'une autre main. Et tu l'as lu ? Le vicaire hocha la tête à contre-cœur. Seulement après sa disparition. J'ai pensé que cela pourrait être important. Cela semblait venir de quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps. Quelqu'un qui l'accusait de trahison. Le sergent Cornish s'éclaircit la gorge. « Et maintenant, cette lettre a disparu ?»« Partie, » confirma le vicaire. « Je suis entré chercher un volume de méditation avant de me coucher et j'ai trouvé la fenêtre déverrouillée. Le tiroir était ouvert et la lettre manquait. Rien d'autre n'a été dérangé. Miss Marple était assise dans un fauteuil bas et croisait les mains, les sourcils froncés. « Cette lettre ?» demanda-t-elle doucement. « Est-ce qu'il a mentionné un nom ?» Le vicaire hésita. Seulement les initiales. « CH ». Le ton était aigri. Il parlait d'un héritage perdu. Il y avait quelque chose de théâtral là-dedans. Il se terminait par la phrase « Si vous ne vous manifestez pas, je le ferai. » Vous souvenez-vous de la date dessus ? Pas de date, pas d'adresse de retour. Miss Marple regarda Cornish qui avait commencé à prendre des notes. Nous devons supposer que la lettre était suffisamment importante pour que quelqu'un risque d'être vu entrer par effraction dans la maison d'un ecclésiastique, a-t-elle déclaré. Cela n'en fait pas seulement un indice, mais une menace. Cornish hocha sombrement la tête. Et celui qui l'a pris savait probablement où il se trouvait. Les yeux du vicaire s'écarquillèrent. « Vous pensez à quelqu'un ?»« Dans le village. »« Révérend, dit doucement Miss Marple, je pense rarement avec certitude, mais j'écoute. » Et en ce moment, le village en dit long en silence. Le lendemain matin, un vent fragile a fait trembler les fenêtres de Church Cottage et a transformé les feuilles le long des haies en un gris terne et murmurant. Miss Marple se leva tôt, fit sa promenade habituelle devant le cimetière et se retrouva une fois de plus devant les portes verrouillées de Foxglove Grange. Le colonel Chetwynd n'était toujours pas revenu à la vue du public. Madame Templeton avait rapporté qu'il se contentait principalement du bureau ou de la bibliothèque, mangeant peu et parlant moins. Mais quelqu'un dans la maison n'était pas aussi calme.
Quelqu'un était entré dans la cave à racines. Quelqu'un avait retiré une broche, et quelqu'un, visiblement, avait risqué de s'introduire par effraction dans le presbytère. L'esprit de Miss Marple se tourna de nouveau vers le mystérieux visiteur, M. Collins. Pourrait-il être l'insaisissable CH de la lettre, ou était-ce trop facile, trop tapoté? Elle s'est arrêtée à la boulangerie sous prétexte d'acheter des scones. Madame Witherspoon tenait déjà la cour près de la table de la fenêtre, entourée de 3 amis et d'une théière de thé faible. « J'ai entendu dire, dit à voix haute Madame Witherspoon, qu'Isobel vivait à l'étranger. En France, dit-on, qu'elle a étudié à la Sorbonne. » Les oreilles de Miss Marple se dressèrent. « En effet, dit-elle doucement, je n'avais pas entendu ce détail particulier. »« Oh oui, a déclaré Madame Witherspoon, ravie d'être une source. L'histoire de l'art, je crois. Paris dans sa jeunesse. Tout cela est très continental. » Miss Marple s'attarda juste assez longtemps pour classer ce détail. Une supposition éclairée s'est formée. Une trahison à l'étranger, un homme lésé, un nom effacé, mais pas oublié. Après le thé, elle a rendu visite au Crown. In Point, le propriétaire Partridge, un homme grisonnant aux yeux gentils et au ventre comme un four à pain, l'accueillit avec sa bonne humeur habituelle. « Ah, Miss Marple, je ne vous ai pas vu ici depuis le souper des récoltes. Je ne suis pas ici pour la bière, dit-elle avec un sourire. Je me demandais si vous aviez toujours votre livre d'or de la semaine dernière. Il avait l'air perplexe, mais obligeant. Oui, peu de gens le signent correctement ces jours-ci, pourtant je l'ai. Elle feuilleta les pages. La plupart étaient vierges ou griffonnées d'initiales. Mais une ligne ressortait. C.H. Colin, chambre. 3-22-23 juin, elle leva les yeux. A-t-il laissé quelque chose derrière lui? Partridge secoua la tête. Payé en espèces. Pas de bagages à proprement parler. Il portait une canne sophistiquée, et il posait des questions étranges sur la grange. J'ai supposé qu'il écrivait un livre. Miss Marple a fermé le livre. Merci, c'est très utile. Alors qu'elle reprenait l'air de l'après-midi, ses pensées s'organisèrent avec une clarté renouvelée. Charles H. Collins, CHC, l'homme qu'Isobel a rencontré près de la grange 10 jours plus tôt. L'homme qui a probablement écrit à la fois la lettre trouvée par le vicaire et la note déchirée trouvée dans le salon. L'homme qui a menacé de se manifester, et il l'a fait. Et maintenant, l'homme qui avait encore disparu. Mais où était-il passé? Elle rentra chez elle et arrangea une fois de plus ses indices. Bouton ivoire, arraché à la hâte du chemisier d'Isobel, trouvé près du laurier, broche, cachée ou déposée sous des caisses dans la cave. Foulard, coloré, peut-être avec du sang, également dissimulé. Lettre, trouvée puis volée, averti de l'exposition Pensée H. Collins, invité, menace, étranger, peut-être un amoureux, peut-être victime. Il manquait encore une pièce, un deuxième crime qui n'avait pas encore été confirmé, mais qui semblait de plus en plus inévitable. Isobel était-elle la seule à avoir disparu, ou est-ce que quelqu'un d'autre l'avait suivie dans le silence? Elle eut à peine le temps d'y réfléchir qu'on frappa à nouveau à la porte. C'était Miss Jenkins, docteur, la réceptionniste de Bramley. Ses joues étaient rouges et ses mains tordaient la bandoulière de son sac à main. « Je suis désolée de déranger, » dit-elle essoufflée, « mais quelque chose s'est passé au cabinet. Je pense que le docteur Bramley est parti. » Miss Marple se leva de sa chaise. « Parti? Que veux-tu dire? Il devait se rendre à l'entraînement ce matin. Il n'est jamais arrivé. Je suis allé à son cottage. La porte d'entrée était ouverte. Son manteau était toujours accroché. Mais sa voiture est partie et il y avait un mot sur le bureau. Je ne l'ai pas lu, mais cela ressemblait à un adieu. » Miss Marple prit son châle. « Emmenez-moi là-bas, Miss Jenkins. » Tous deux. Suite. Ils marchèrent d'un pas vif dans la ruelle. Le vent désormais plus froid, comme si le mystère lui-même avait commencé à glacer les os mêmes du village.
La maison du docteur Bramley était soignée, calme et pleine d'absence. Miss Marple entra dans le bureau et vit l'enveloppe posée sur le sous-main. Il a été abordé simplement. À qui cela peut concerner? Elle le ramassa et lut silencieusement. J'ai fait des erreurs. Trop. Et maintenant, leur poids dépasse ce que je peux porter. Je l'ai aimée une fois. Je l'ai eu pitié plus tard. J'avais peur de ce qu'elle pourrait faire et de ce qui pourrait lui être fait. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé dans la cave. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Je suis désolé. Elle plia la lettre, puis elle se tourna vers Miss Jenkins. Envoyez chercher le sergent Cornish et dites-lui d'amener une équipe de recherche dans les bois derrière Foxglove Grange. Pensez-vous que le docteur... Miss Jenkins hésita. Je pense, dit doucement Miss Marple, que le temps des secrets est presque terminé. Les bois derrière Foxglove Grange s'étendaient en un long arc au-delà du mur du verger. Un coin sauvage de ronces, de sureaux et de sentiers oubliés. Autrefois, les enfants s'étaient mis au défi d'explorer ces sentiers envahis par la végétation, racontant des histoires de contrebandiers et de trésors cachés, mais rares sont ceux qui s'y aventurent désormais. C'était un lieu de silence et de secret. En fin d'après-midi, le sergent Cornish avait réuni une petite équipe de policiers et de bénévoles. Ils se rassemblèrent à l'orée de la propriété, leurs bottes mouillées de rosée et leur souffle s'élevant légèrement. Dans l'air plus frais, Miss Marple se tenait légèrement à l'écart, enveloppée dans son châle, observant avec une expression de calme profond et grave. « Ici ?» demanda Cornish en désignant la limite nord, là où les arbres poussaient le plus épais. « Oui, » dit Miss Marple. « Cette section est inclinée vers le ruisseau. Elle offrirait une dissimulation et, plus importante encore, un sol meuble. La recherche a commencé. Ils se déplaçaient méthodiquement, des couples balayant les sous-bois, retournant, les pierres moussues et séparant les vignes. Les bois absorbèrent rapidement le son et leurs voix devinrent étouffées sous la canopée des feuilles. C'est le jeune agent Fletcher qui l'a trouvé. « Sergent !» cria-t-il, sa voix perçant le silence. Ils convergèrent près d'un vieil orme où une dépression peu profonde dans le sol était à moitié recouverte de brindilles et d'herbes sauvages. Cela aurait pu passer complètement inaperçu, sans la structure perturbée du sol forestier. Quelque chose traînait, quelque chose enfoui. Cornish tomba à genoux et commença à creuser. Cela n'a pas pris longtemps. Une chaussure est apparue en premier, recouverte de boue, mais incontestablement chère. Puis une manche bleu pâle et déchirée au niveau de l'épaule. Le corps d'Isobel Chetwynd gisait recroquevillé sous une couverture de feuilles et de terreau, son visage à moitié tourné vers le sol. Elle avait l'air presque paisible, mais, pour la blessure derrière son oreille, une force contondante, dira plus tard le médecin. Immédiate et mortelle. Miss Marple restait silencieuse, son expression illisible. « C'est elle », confirma Cornish en se levant avec un souffle las. « Elle est là depuis le jour de la fête. » Miss Marple tourna son regard vers la maison au loin. Ensuite, le tueur avait à la fois l'opportunité et la familiarité. Il connaissait tous les lieux, savait où cacher un corps sans être vu. Et surtout, il savait qu'elle ne manquerait pas assez rapidement. Cornish hocha lentement la tête. « Je vais faire retrouver la voiture de Bramley. S'il essaie de fuir, je ne le crois pas. » l'interrompit gentiment Miss Marple. « Je pense qu'il voulait que nous la retrouvions. Cette note n'a pas été écrite par quelqu'un qui cache sa culpabilité. Elle a été écrite par quelqu'un qui porte un secret qu'il ne souhaite plus porter. » Elle regarda de nouveau vers le sol, puis se tourna vers l'allée du verger. « Nous devrions parler au colonel, dit-elle, avant que la police ne le fasse. » Foxglove Grange était silencieuse, trop calme. Au moment où Miss Marple entra dans le hall carrelé, elle ressentit le calme non seulement comme une absence, mais comme une résistance. L'air s'était épaissi, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Madame Templeton les rencontra dans le couloir, le visage blême. « Il n'est pas dans le bureau. »
dit-elle. Ni dans sa chambre. Cornish fit signe à l'un des agents de fouiller les étages supérieurs. Miss Marple se dirigea vers la bibliothèque. Là, elle l'a trouvé. Le colonel Everard Chetwynd se tenait devant la cheminée froide, une main posée sur la cheminée, l'autre tenant un verre de scotch. Il n'a pas levé les yeux quand ils sont entrés. « Je sais pourquoi tu es ici, dit-il. »« Vous avez entendu, répondit Miss Marple. Il hocha la tête. « Alors, elle est morte ?»« Oui. » Il ne parla pas pendant un long moment. Le liquide ambré dans son verre tremblait légèrement. « Je l'aimais, dit-il, et je la détestais. » Miss Marple s'approcha prudemment. « Dites-nous ce qui s'est passé ce jour-là. » Il poussa un soupir amer. « Elle a reçu une autre lettre. Je ne l'ai su que plus tard. Mais cet après-midi-là, pendant la fête, elle m'a dit qu'elle avait pris une décision, qu'elle partait, qu'elle allait dévoiler quelque chose, me ruiner, a-t-elle dit. Elle a dit que c'était moi qui l'avais provoqué. « Exposer quoi ?» a demandé Cornish. Le colonel lui jeta un coup d'œil, mais ne dit rien. La voix de Miss Marple était calme. « Colonel, si vous savez qui l'a tué, vous devez le dire maintenant. » Il se laissa tomber sur une chaise. « Ce n'était pas moi. Je le jure sur mon honneur. Mais j'aurais dû l'arrêter. Je les ai vus se disputer, elle et Bramley, juste après le jugement des Roses. Derrière le conservatoire, il avait l'air désespéré, elle l'a giflé. Je pensais que c'était juste leur théâtre habituel. »« Habituel ?» a demandé Miss Marple. Ils avaient eu, quelques instants auparavant, des intimités, des combats, tous cachés. J'ai laissé ça continuer parce que, eh bien, peut-être que je pensais que ça pourrait s'éteindre. Est-ce qu'il l'a suivie dans la maison? Je ne sais pas. Mais je sais qu'elle est allée au salon. Et quand je suis revenu, plus tard, elle était partie. Cornish s'avança. Mais vous ne l'avez pas dit à la police. Je ne voulais pas de scandale, ni admettre que j'avais perdu le contrôle de ma propre maison. Miss Marple l'étudia pendant un long moment. « Es-tu entré dans la cave ?» Il cligna des yeux. « Non. Mais quelqu'un l'a fait, et quelqu'un a enlevé la broche et le foulard. » Il la regarda attentivement. « Oui, » continua Miss Marple, sa voix étant désormais ferme, « parce que quelqu'un voulait mettre en scène une disparition, pas un meurtre. Quelqu'un avait l'intention de cacher le corps, mais pas de façon permanente. Puis ils ont paniqué. Ils l'ont caché dans les bois. Et maintenant que nous nous approchions trop près, le docteur Bramley est parti, peut-être par peur, peut-être par culpabilité, ou peut-être simplement pour nous forcer à agir. » Cornish semblait incertain. « Alors tu crois qu'il l'a tué ?»« Je crois qu'il était impliqué, » a déclaré Miss Marple. « Mais je ne suis plus sûr qu'il ait porté le grand coup. » Elle se tourna vers le colonel. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» Le colonel n'a pas répondu, mais sa main fouilla dans son manteau et en récupéra une deuxième lettre, froissée, décellée, légèrement tachée. « J'ai trouvé ça hier. » Au fond de son bureau, Miss Marple le déplia. Ce fut bref. « Charles, je ne peux plus supporter le mensonge. Je lui dirai tout. Mais je ne veux pas participer à votre vengeance, quelle qu'elle soit. Ne venez pas à la fête, s'il te plaît. Laissez-moi partir en paix. » Elle l'a lu 2 fois. Elle voulait avouer, murmura-t-elle, ne pas s'échapper, ne pas s'enfuir avec lui. Alors qui était Charles? A demandé Cornish. Miss Marple leva les yeux. Son premier mari. Les 2 hommes la regardèrent. Elle s'est mariée une fois auparavant, brièvement, en France, pendant ses années d'études. Le mariage a été annulé, du moins c'est ce qu'elle a prétendu, mais il n'est jamais vraiment parti. Il l'a suivie, lui a envoyé des lettres. Il a menacé de révéler son passé si elle ne le payait. Pas. La lettre que le vicaire a trouvée était de lui. Une lettre de chantage. Le colonel Chetwynd jura dans sa barbe. Alors Charles est venu à la fête, a poursuivi Miss Marple. Mais Isobel a refusé de coopérer. Elle s'est plutôt tournée vers Bramley, espérant peut-être qu'il pourrait l'aider, peut-être aussi en le menaçant. Cornish fronça les sourcils. Mais si Charles était le tueur, où est-il maintenant? L'expression de Miss Marple était grave. C'est la prochaine question.
Ce soir-là, de retour à Church Cottage, Miss Marple était de nouveau assise à son bureau. L'air extérieur était devenu humide, et une odeur de chèvrefeuille s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Elle avait désormais des noms, des motivations, et un seul corps, mais pas toute la vérité. Elle sortit une feuille de papier et écrivit « Sujet restant. Charles H. Collins. Toujours porté disparu. Peut-être dangereux, docteur Bramley. Impliqué, enfui ou effrayé. La broche. Pourquoi laisser pour compte? Vol de lettres au presbytère. Qui savait où c'était? Les connaissances du colonel. Sélectif. Défensive. Un deuxième crime encore possible. Alors, qu'elle posait son stylo, son regard se tourna vers la cheminée où le foulard était drapé sur la cheminée. Quelqu'un avait tissé une histoire de disparition. Des lettres, des menaces et des secrets. Mais la vérité, comme la plupart des vérités dans le monde de Miss Marple, naissait rarement de la seule logique. Cela venait plutôt de la compréhension du cœur humain, de sa vanité, de ses peurs, de sa rage tranquille. Et quelque part, quelqu'un comptait sur le silence pour tenir encore un peu. Le matin à Sainte-Edwige se levait maussade et gris. Une fine brume s'enroulant dans les ruelles du village, comme un murmure refusant de se taire. La nouvelle de la sombre découverte derrière Foxglove Grange s'était répandue, discrètement, bien sûr, comme c'était le cas dans le village, mais le calme habituel s'était rompu. Les visages se tournèrent plus vite dans la rue. Les conversations se taisaient dès que des pas se rapprochaient. La disparition d'Isobel Chetwynd n'était plus une étrange curiosité. C'était un meurtre. À Church Cottage, Miss Marple finit son thé dans un silence pensif et lassa ses chaussures pour la promenade de la journée. Mais son itinéraire ne l'amènerait pas devant l'église ou sur le green. Non, aujourd'hui, elle rendrait visite à quelqu'un qui avait réussi à échapper complètement à tout soupçon. Pas par innocence, mais par invisibilité calculée. Mademoiselle Jenkins, la réceptionniste du cabinet du docteur Bramley, était connue pour sa discrétion, son efficacité et son attitude douce et oubliable. Mais Miss Marple en savait plus. Les gens qui observaient tranquillement étaient souvent ceux qui voyaient le plus, et ceux qui en ont dit le moins pourraient avoir le plus à cacher. Le cabinet était verrouillé, une pancarte sur la porte indiquait « Fermé jusqu'à nouvelle ». Ordre, patient d'urgence, veuillez contacter le docteur Wren à Larkfield. Miss Marple, sans se décourager, se dirigea vers l'entrée arrière, où un petit appartement jouxtait le bâtiment. Elle a frappé une fois. Là encore, finalement la porte s'ouvrit en grinçant. Miss Jenkins se tenait derrière, son cardigan mal boutonné, les yeux rouges à cause du manque de sommeil. « Oh, dit-elle, mademoiselle Marple. Bonjour, chérie. Puis-je vous déranger pendant quelques minutes? Je ne vais pas vous déranger longtemps. » Miss Jenkins hésita, puis s'écarta. « Je suppose que ça ne sert à rien de faire semblant de rester calme maintenant, n'est-ce pas ?» L'intérieur était soigné, mais des signes de désarroi persistaient. Une tasse de thé non lavée sur le buffet, un cardigan drapé sur la chaise de la cuisine, des lettres non ouvertes éparpillées près du téléphone. Miss Marple s'est assise sans attendre qu'on lui propose. « Vous étiez proche du docteur Bramley, n'est-ce pas ?» Miss Jenkins cligna des yeux. « Nous avons travaillé ensemble. »« Oui, » répondit Miss Marple, « mais vous l'avez également protégé. Vous saviez quelque chose, et je pense que vous le savez toujours. » Une longue pause suivit. Puis Miss Jenkins s'assit en face d'elle, le dos rigide, les mains serrées. « Il ne l'a pas tué, dit-elle soudain. Je sais ce que les gens disent, mais il ne l'a pas fait. Tu es sûre ?» Elle hocha farouchement la tête. « Je l'ai vu cet après-midi-là. Il est revenu au cabinet entre 4 et 5 heures. Il était secoué, pâle. Il m'a dit qu'il s'était passé quelque chose, qu'il s'était disputé avec elle, qu'elle avait menacé de tout rendre public. Qu'est-ce que c'était que tout? Miss Jenkins expira lentement. Il y a des années, quand elle est arrivée, il m'a dit qu'ils avaient eu un passé bref, à Paris. Elle avait une relation avec quelqu'un d'autre, Charles, mais elle s'est tournée vers Bramley lorsque cette relation s'est détériorée.
Il y a eu un accident, un incendie. Quelqu'un a été blessé grièvement. Bramley n'a jamais dit tous les détails, mais il s'en voulait. La voix de Miss Marple resta calme, et Isobel a utilisé cette histoire contre lui. Elle a recommencé à lui écrire l'année dernière. Elle lui a demandé d'intervenir lorsque Charles refait surface. Il pensait qu'elle avait peur, mais il s'est ensuite rendu compte qu'elle essayait de les manipuler tous les deux. Garder l'un effrayé, l'autre en colère. Miss Marple hocha la tête. Et alors, quand elle a dit qu'elle exposerait tout, il a paniqué. Il est allé à la grange pour lui parler. Ils se sont battus. Il est parti. Il a juré qu'elle était en vie quand il est sorti. Est-ce qu'il est déjà revenu? Miss Jenkins secoua la tête. Pas ce jour-là. Mais après, quand elle a disparu, il a su que quelque chose n'allait pas. Et quand ils ont trouvé la note, celle déchirée, il s'est blâmé. Il a pensé qu'elle avait peut-être trop provoqué Charles. Ou pire, que le colonel avait fait quelque chose. Miss Marple l'étudia attentivement. Et alors il s'est enfui. Ou a semblé le faire. Une lueur traversa le visage de Miss Jenkins. Il n'a pas couru, il est allé à Londres, pour retrouver Charles. Miss Marple cligna des yeux. « Tu sais ça? Il m'a téléphoné hier soir, brièvement, de Paddington. Il cherchait d'ancienne. Adresse qu'elle lui avait donnée un jour. Elle avait mentionné que Charles séjournait parfois dans une pension, près de Camden. Cornish avait déjà commencé à rechercher Bramley, mais si Miss Jenkins avait raison, alors le médecin n'avait pas couru par culpabilité, mais à la recherche de la vérité. Miss Marple se leva. « Merci, ma chère. Vous avez fait quelque chose de très important. Non pas en essayant de protéger un homme qui vous tenait à cœur, mais en aidant à révéler la forme d'une vérité plus vaste. » Cet après-midi-là, Miss Marple a rencontré le sergent Cornish au poste. Il était penché sur une carte, épinglant des lieux sur un fil rouge, de la grange à la gare, en passant par la pension de famille de Camden. « Nous avons confirmé la présence de Bramley à Londres », a-t-il déclaré. Des témoins l'ont vu poser des questions sur un certain monsieur Charles H. Collins, mais jusqu'à présent, aucun signe de l'homme lui-même. La pension dit qu'il est parti le matin après la fête, trop tard pour être notre tueur, ou juste assez intelligent pour donner l'impression que c'est le cas, songea Miss Marple. Cornish soupira. Chaque fois que nous nous rapprochons, la piste change. À moins que nous ne regardions pas la piste du bon côté, dit-elle doucement. Il haussa un sourcil. Elle se tourna vers la carte. Et si Charles ne la tuait pas du tout, Cornish la regarda. Il l'a menacée, il lui a fait du chantage, elle a refusé. Il est parti. Mais elle n'a dit à personne qu'il était parti. Pourquoi, pensa Cornish? Pour garder le pouvoir, peut-être. Ou peut-être parce qu'elle avait une personne de plus à affronter. Quelqu'un de plus proche. Quelqu'un qui risquait tout autant de perdre si la vérité éclatait. Cornish la regarda. OMS? Elle tapota du doigt la grange. Le colonel? Non, dit-elle. Madame Templeton. Il cligna des yeux. La gouvernante? Miss Marple se tourna pour lui faire entièrement face. Elle est dans cette maison depuis 20 ans. Elle a vu arriver Isobel. Et plus important encore, elle a vu Isobel prendre le relais. Cornish secoua la tête. Mais elle est venue vers vous avec le foulard. Elle a trouvé le corps. Elle a trouvé ce dont elle avait besoin. Ce qu'elle savait orienterait l'enquête vers la bonne personne. Juste assez pour paraître utile, mais pas assez pour résoudre quoi que ce soit. Et elle m'a conduit à la cave, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour que je trouve la broche, pas l'arme, pas le véritable indice. Juste une couche. Cornish resta figé. Tu penses qu'elle... Je pense que Madame Templeton considérait Isobel comme une menace, pour sa position, pour le colonel, peut-être même pour le domaine lui-même. Et lorsqu'elle a entendu une confrontation entre Isobel et Charles ou Bramley, elle a profité du chaos. Elle a suivi Isobel dans la cave, l'a frappée, caché le corps, puis elle a utilisé sa connaissance de la maison pour manipuler ce que nous avons trouvé. Et quand?
Cornish se frotta la tempe. « Avez-vous une preuve ?»« Pas encore. Mais je sais. Comment l'obtenir ?» Ce soir-là, Miss Marple revint à la grange sous prétexte de vérifier le bien-être du colonel. Madame Templeton la salua avec raideur, vêtue de son uniforme gris habituel et de son chignon bien épinglé. « Comment va-t-il » demanda gentiment Miss Marple. « Dormir. Le médecin lui a donné quelque chose pour l'aider. »« Puis-je attendre dans... le bureau ?» Madame Templeton hésita, puis hocha la tête. « Bien sûr. » Miss Marple resta assise calmement jusqu'à ce que la gouvernante revienne avec du thé. Puis elle posa sur la table la broche, le foulard et le bouton en ivoire. Madame Templeton les regardait, les mains légèrement tremblantes. « Je me demandais, » dit doucement Miss Marple, « comment la broche s'est retrouvée sous les caisses de la cave, comment le foulard ensanglanté s'est retrouvé au tout dernier endroit où l'on aurait pu regarder, et pourquoi le bouton a été trouvé dans le jardin. Tant de détails, tant d'erreurs d'orientation soigneusement plantées. » Madame Templeton resta immobile. « Tu l'as tué, n'est-ce pas ?» Miss Marple continua doucement. « Pas par colère, par calcul. Vous saviez pour Charles, vous saviez que Bramley en assumerait la responsabilité, et vous saviez peut-être plus important encore, qu'Isobel avait l'intention de vendre la grange, de partir, d'emmener le colonel avec elle, et cela ne vous aurait laissé rien. » Le silence dans la pièce s'approfondit. Vous l'avez entendu se disputer. Vous avez attendu qu'elle soit seule, vous l'avez suivie dans la cave. Un long souffle s'échappa des lèvres de la gouvernante, puis enfin, elle allait tout gâcher. Elle l'a dit carrément. Elle a dit que le colonel devait signer les papiers la semaine suivante. J'ai soigné cet homme, cette maison, pendant 20 ans. Et elle est entrée en trombe, papillonnant avec ses gants de dentelle et son parfum parisien. Elle s'est arrêtée. « Je n'en avais pas l'intention, » murmura-t-elle. « Je voulais seulement lui faire peur. Elle a ri. Elle a dit que je n'étais rien. » Cornish entra dans la pièce depuis le couloir, silencieux jusqu'à présent. « Vous êtes en état d'arrestation, Madame Templeton. » La gouvernante n'a pas bougé. Elle ne regardait Miss Marple qu'avec une sorte de gratitude épuisée. « Je savais que tu le découvrirais, » dit-elle. « Tu le fais toujours. » Miss Marple baissa la tête, sa voix étant à peine au-dessus d'un murmure. « Pas toujours, mais cette fois, oui. » Le lendemain matin, l'air à Sainte-Hedwig était sensiblement modifié. La brume qui hantait les ruelles depuis des jours s'était dissipée, révélant un ciel bleu teinté d'une légère chaleur. Mais même si le temps s'était adouci, l'ambiance du village restait hésitante, encore meurtrie par des révélations qui avaient frappé bien plus profondément que les ragots n'avaient jamais osé. Les nouvelles voyageaient vite dans les campagnes, plus vite que le chariot allait ou le courrier du matin. À midi, tous les foyers, de Churchill au Rosine, savaient que Madame Templeton, longtemps considérée comme un bastion de la discrétion et de l'ordre domestique, avait été arrêtée pour le meurtre d'Isobel Chetwynd. Certains ont accueilli la nouvelle avec incrédulité. D'autres, en particulier ceux qui trouvaient depuis longtemps ses manières à moitié trop correctes, ça l'accueillirent avec une sombre satisfaction. Mais la plupart éprouvaient un profond sentiment de perplexité. Le fait qu'une telle tragédie se soit déroulée tranquillement sous leurs pieds, dans le cadre de la vie du village, a laissé mal à l'aise même les habitants les plus cyniques. À Church Cottage, Miss Marple était assise devant son plateau de petit déjeuner, sa tasse de thé refroidissant lentement dans la soucoupe, alors qu'elle regardait par la fenêtre, sur l'allée. Elle n'a pas encore tricoté. Elle n'a pas lu. Son esprit s'attardait encore sur la cave de Foxglove Grange, la broche à moitié enterrée, l'écharpe tachée de sang et la confession prononcée sans drame, sans folie, juste une fatalité. Fatiguée, Madame Templeton avait avoué pleinement après que le sergent Cornish l'ait placée en état d'arrestation. Il n'y avait eu aucune résistance, aucun pleur. Elle avait simplement dit « Je ne pouvais pas la laisser tout prendre ». Et elle avait remis le chandelier en laiton, l'arme du crime, caché dans un creux derrière l'armoire à linge.
Isobel avait été frappée par derrière lors d'un affrontement dans la cave. Le corps avait été transporté dans les bois à la tombée du jour. C'est Madame Templeton avait agi seule, mais avec précision. La confession avait clarifié beaucoup de choses, mais pas tout. Plus tard dans l'après-midi, le sergent Cornish a rendu une visite discrète à Miss Marple, arrivant sans fanfare et portant 2 enveloppes. L'un vient de Londres, dit-il assis dans son salon. L'autre, eh bien, tu devrais le voir. Miss Marple déplia la première, la lettre de Londres. C'était court. À la gendarmerie de Saint Edwidge, objet. Charles H. Collins. Notre enquête a confirmé que M. Collins est décédé il y a 3 ans dans une pension à Paris. L'homme qui a séjourné au Crown Inn sous ce nom semble avoir utilisé l'identité de Collins comme couverture. D'autres enquêtes sont en cours. Le vôtre, inspecteur Leclerc, police métropolitaine, elle, leva les yeux. Alors le mystérieux visiteur de la fête n'était pas du tout Charles. Non, a déclaré Cornish. Et nous pensons maintenant qu'il n'a même jamais rencontré Isobel ce jour-là. Selon le fils de l'aubergiste, l'homme est parti tôt ce matin-là, avant le début de la fête. Miss Marple hocha la tête. Ce qui signifie que tout cela n'était qu'une performance, un récit calculé. Cornish lui tendit la 2e enveloppe. À l'intérieur se trouvait la lettre originale trouvée dans le bureau d'Isobel. Celle adressée à C.H. Miss Marple le lut lentement. « Charles, j'ai fait ce que je devais. Vous avez fait votre choix et j'ai fait le mien. Cette maison n'a jamais été censée être la vôtre. Vous avez gâché votre chance il y a des années. J'ai gardé ton secret assez longtemps. J'en ai marre de faire semblant d'être le méchant de ton histoire alors que tu as été le lâche de la mienne. Je reste. Je vais lui dire la vérité. Et je veillerai à ce que vous ne puissiez plus m'utiliser. Au revoir. » Elle plia à nouveau la lettre et soupira. Elle ne l'a jamais craint, dit-elle doucement. Elle avait pitié de lui. Cornish se pencha en arrière, les bras croisés. « Alors ce qui était l'imposteur ? Une distraction, répondit Miss Marple. Peut-être même engagé par quelqu'un pour faire pression, mais pas le tueur. Le véritable danger était bien plus proche. Comme c'est souvent le cas. Il hocha la tête. Madame Templeton a dit qu'elle avait trouvé la broche par accident après l'acte. Elle l'a placée dans la cave plus tard, une fois qu'elle a réalisé que les recherches allaient commencer. Et le foulard, elle l'a planté après vous avoir entendu. « Parlez avec moi. » Miss Marple s'autorisa un mince sourire. « Alors je n'avais pas tort de penser qu'elle voulait que je trouve uniquement ce qu'elle voulait. »« Elle t'a sous-estimé, dit simplement Cornish. »« Non, répondit Miss Marple. » Elle comptait sur moi pour voir ce qu'elle avait placé. Mais elle a oublié que j'ai passé ma vie à chercher là où les autres ne le font pas. Il y eut un moment de calme entre eux. Finalement, Cornish se leva. « Nous allons confier l'affaire au procureur de la couronne. J'imagine que le procès aura lieu à Londres. Va-t-elle plaider coupable? Je le crois. Pas de marchandage. Pas de drame. » Miss Marple hocha la tête et Cornish s'arrêta devant la porte. « Encore une chose, dit-il. Le colonel a demandé à vous voir. Il a dit qu'il avait quelque chose à dire. À propos du testament. » Le sourcil de Miss Marple se haussa légèrement. « Très bien, j'y vais tout de suite. » Le colonel Chetwynd paraissait 10 ans plus âgé lorsqu'il l'a reçu dans la bibliothèque de la grange. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il lui versait le thé. « Elle m'a trompé, dit-il, en regardant par la fenêtre vers la pelouse vide. J'ai toujours pensé que Madame Templeton était loyale, sévère peut-être, mais fiable. Je n'aurais jamais imaginé... » « Personne ne l'a fait, dit doucement Miss Marple. « Et pourtant, je me demande si au fond tu avais commencé à soupçonner. » Il se retourna. « Peut-être. Vers la fin, Isobel a dit des choses étranges, que la maison la surveillait, que rien ne lui appartenait, pas vraiment. J'ai considéré cela comme de la nervosité ou de la manipulation. Mais peut-être qu'elle a senti ce qu'aucun de nous ne voulait voir. » Il lui tendit une feuille de papier pliée. « Mon notaire m'a apporté ceci hier. C'est le dernier amendement d'Isobel au testament, daté de 2 jours avant la fête.
Elle avait l'intention de transférer la moitié de la succession, non pas à moi, mais à une association caritative pour les veuves de guerre. Elle ne m'a rien dit. Je ne l'ai découvert que maintenant. Miss Marple examina le document avec une légère surprise. Madame Templeton était-elle au courant? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'elle aurait pu l'être. Elle a toujours été intéressée par ce poste. Miss Marple hocha la tête. Cela aurait été la trahison finale. Oui, dit-il. Il n'a jamais vraiment été question de moi, ni même d'Isobel. Il s'agissait de cette maison, l'illusion de l'ordre, du contrôle. Miss Marple déposa le journal, et les illusions, comme les secrets, survivent rarement à la lumière du jour. Les jours qui suivirent furent calmes. Le village reprit son rythme lentement, prudemment. Les banderoles de fête furent emballées avec plus de soin que d'habitude. Le vicaire a prononcé un sermon sur l'humilité et les fardeaux invisibles des autres. Miss Vale, quelque peu secouée par les événements récents, a commencé à faire du bénévolat à l'hôpital de Larkfield. Miss Jenkins reprit ses habitudes, mais maintenant avec une pointe de tristesse derrière son sourire efficace. Quant à Miss Marple, elle reprit son tricot et ses promenades, sa présence dans le village inchangée en apparence, mais subtilement aiguisée, comme si les événements de Foxglove Grange avaient tiré un fil plus profond dans ses réflexions. Le dernier dimanche de juillet, elle reçut une lettre du docteur Bramley, postée depuis un sanatorium de la région des Lacs. « Chère mademoiselle Marple, je ne retournerai pas à Sainte-Edwige. Le passé est trop lourd et le village trop petit pour des fantômes de ce genre. Mais je tiens à vous remercier, non seulement d'avoir révélé la vérité, mais aussi de m'avoir donné une raison d'arrêter de m'en cacher. Il existe des types de culpabilité qui pourrissent lentement un homme. Vous m'avez montré que la culpabilité, comme le chagrin, ne grandit que dans le silence. Avec respect, J.B. Miss Marple plia la lettre et la plaça dans son tiroir à côté d'autres lettres similaires. Le tiroir ne s'est pas verrouillé. Cela n'a jamais été nécessaire, car elle comprenait, comme peu le comprenaient, que le cœur tranquille d'un village contenait non seulement le crime, mais aussi le désir, le regret et le fragile espoir de rédemption. Alors que le crépuscule tombait et que l'odeur du chèvrefeuille revenait dans le vent, Miss Marple s'assit près de sa fenêtre, son tricot une fois de plus à la main. Elle ne pensait pas au meurtre, mais à la miséricorde, et à quel point les deux peuvent parfois être proches.